Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors on était content dans ce podcast de vous annoncer en début d'année que les membres de l'Union européenne avaient réussi à s'entendre par 2 fois, pour boucler un budget disputé entre pays frugaux et pays gourmands, et pour signer un plan de relance de 750 milliards d'euros afin d'aider une économie bien mal en point après la crise sanitaire. Tout se déroulait à merveille quand 2 troubles faits ont surgi le 16 novembre dernier, et ces troubles faits, ce sont la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne de Mateusz Morawiecki. Les deux ont bloqué le plan de relance et le budget au prétexte que le versement de fonds communautaires est désormais conditionné au respect de l'état de droit. Alors on peut les comprendre, à quelle angoisse cet état de droit, ce concept qui veille à protéger les droits et libertés des citoyens. Il faut dire qu'il est mis à mal un peu partout dans le monde, et même, certains disent jusqu'en France, on y viendra, il n'y a pas de raison qu'on ne se livre pas à notre propre examen de conscience. Mais d'abord, Jean-Marie, Alain, nous allons commencer avec ce rapport de force dont je parlais entre la Hongrie et la Pologne d'un côté et le reste de l'Union européenne de l'autre. Est-ce que, Alain, vous pouvez nous en dire plus sur cette règle qui agace à ce point Budapest et Varsovie ? Écoutez, comme d'habitude, avec l'Union européenne, il y a 2 caractéristiques. La première, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, l'Union européenne. Et la seconde, qu'on oublie à dessein, souvent à des fins politiques, c'est que l'Union européenne est une démocratie. Donc, si les chefs d'État et de gouvernement s'étaient mis d'accord à la fin du printemps dernier, comme vous l'avez rappelé, sur un plan de soutien à la relance après la contraction économique que provoque déjà la pandémie et la lutte contre la pandémie de Covid-19, eh bien, si on avait adopté ce plan à ce moment-là, il faut ensuite le mettre en œuvre et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pour le mettre en œuvre, eh bien, le Parlement a son mot à dire. Le Parlement est donc en train de discuter avec le gouvernement allemand qui assure la présidence tournante de l'Union pour arriver à un texte définitif et à ses modalités d'application. Et c'est à ce stade que la Pologne et la Hongrie, appuyées d'ailleurs ce matin ou depuis hier par la Slovénie, ont dit non, veto, nous ne sommes pas d'accord sur une des clauses qui figure dans cet ensemble budgétaire, qui comprend à la fois le budget classique de l'Union européenne, qui est un budget pluriannuel de 2021 à 2027, et qui comprend aussi les 750 milliards d'aide à la relance pour lutter contre la contraction liée au Covid. C'est à ce stade qu'ils ont dit non. Autant en juillet et en juin dernier, on avait déjà parlé de cette conditionnalité, c'est-à-dire on avait déjà écrit une clause, mais suffisamment vague pour que tout le monde l'accepte, une clause stipulant que naturellement ce plan de relance, tout comme le budget pluriannuel, n'entrerait en fonction que s'il y avait partout le respect de l'état de droit. Cette fois-ci, on arrive dans une clause, à la rédaction d'une clause beaucoup plus précise qui soumet très précisément l'attribution des fonds, à la fois ceux du budget normal et ceux du budget extraordinaire, l'attribution de ces fonds à un mécanisme de respect de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est la commission qui est chargée de surveiller s'il y a bien respect de l'état de droit dans les 27 au moment où on débourse les fonds. À vrai dire, ça porte sur un point très précis, qui est la séparation du judiciaire et de l'exécutif. Or, la première chose qu'ont fait les régimes de nature illibérale qui sont au pouvoir en ce moment à Varsovie comme à Budapest, c'est précisément de placer le judiciaire sous le strict contrôle du gouvernement. Eh bien, c'est là que ça bute. Ça bute pour une question de principe. Ces pays-là ne veulent pas de conditionnalité politique à l'application du budget de l'Europe. Voilà où on en est. Juste un point sur les 2 pays de l'Est par rapport à la crise sanitaire. La Pologne comme la Hongrie ont été relativement épargnés par la première vague de contamination au Covid-19. La deuxième, en revanche, les frappe assez durement et il semble que Varsovie comme Budapest vont avoir besoin de soutien de l'Europe. Alors dans ce cas, comment expliquer ce blocage politique, Jean-Marie ? Ils veulent avoir les mains libres. D'une certaine façon, c'est bien que ça se produise parce que c'est une épreuve de vérité pour l'Union européenne qui avait été longtemps différée.
qu'on avait, comme on dit, selon l'expression consacrée aujourd'hui, mis sous le tapis et qui ressurgit aujourd'hui et qu'il va falloir résoudre parce que cette conditionnalité vis-à-vis de l'état de droit est évidemment un des fondements de l'Union européenne. Les deux pays se ressemblent en effet par leur glissement vers ce que l'on appelle la démocratie libérale, c'est-à-dire vers des régimes autoritaires, avec un certain nombre de différences. Cela dit, en Pologne, la Pologne est quand même coupée en deux. Il y a la Pologne des villes et la Pologne des champs. La Pologne des villes reste farouchement européenne. Le rapport des forces politiques en Pologne est plutôt de 50-50 par rapport aux nationalistes de Kaczynski qui gouvernent la Pologne. Alors qu'en Hongrie, il y a une opposition famélique parce que l'opposition est empêchée au fond de se déployer et de s'exprimer vraiment puisque Orban a réussi à prendre le contrôle des médias. En Pologne, l'attaque a été principalement contre la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle, au départ, elle était libre et indépendante, et les gouvernements nationalistes ont commencé par empêcher la publication des arrêtés de cette Cour constitutionnelle, puis ils ont fini par changer tous les juges, les changer de façon illégale. Et ce sont ces mêmes juges nouvellement nommés, de façon illégale, qui ont voulu réduire le droit à l'avortement qui provoque aujourd'hui les manifestations que l'on sait en Pologne. Donc ça, c'est le principal point en Pologne. En Hongrie, c'est un petit peu différent parce que la Hongrie, au fond, Orban a établi petit à petit un régime d'oligarques. Et ce qui lui est fondamentalement reproché, en fait, par les Européens, c'est d'avoir monté une sorte de mécanisme immense de détournement des fonds européens. Il faut savoir que pour la Hongrie, le budget européen, c'est essentiel parce que c'est 80% des investissements de la Hongrie, c'est l'argent européen, et que la plupart des marchés qui sont distribués à travers cet argent vont vers des fidèles de Orban parce le gouvernement se débrouille pour orienter les marchés vers les fidèles d'Orban, et c'est comme ça que sont nés un certain nombre d'oligarques, dont l'ancien plombier de son village natal, qui est son ami d'enfance, qui est devenu l'homme le plus riche de Hongrie. Et à travers cet argent, sont montées un certain nombre de fondations qui ont pris le contrôle des médias en Hongrie. Donc les médias en Hongrie sont désormais pour la plupart sous contrôle, et c'est bien là qu'est un des graves problèmes posés par en effet le recul de l'état de droit en Hongrie. Et la prochaine cible d'ailleurs d'Orban, qui a perdu des élections municipales en 2019 et qui compte essayer de se maintenir au pouvoir aux élections générales de 2022, c'est évidemment d'amoindrir toutes les possibilités que peut avoir l'opposition de s'exprimer librement et donc de modifier aussi en conséquence et la Constitution et la loi électorale. Donc on est quand même dans un tableau qui est assez grave par rapport à ce que doit être l'Union européenne, et il est heureux qu'aujourd'hui on soit conduit au fond à dénouer cette crise en essayant de faire prévaloir les valeurs de l'Union européenne, mais la partie n'est pas gagnée. Je le disais, hein, Hongrie et Pologne ont plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? C'est un coup de collier pour montrer sur le plan intérieur qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds par l'Europe? Vous avez une majorité en ce moment en Pologne autour du parti Droit et Justice, le PiS. Vous avez une majorité qui est fragile, qui gouverne en coalition d'ailleurs. À l'intérieur de cette majorité, il y a des tiraillements. Ils ont perdu des batailles, ils sont en train de perdre une bataille sur une législation interdisant l'avortement. Et donc, il y a une sorte de dérive un peu ultranationaliste sur laquelle se joue une bataille de politique intérieure à l'intérieur même de la majorité, de la coalition majoritaire au pouvoir. En Hongrie, c'est une situation un peu différente, mais pour ajouter à ce que disait Jean-Marie, je dirais que Orban est un homme plus seul aujourd'hui, maintenant que Trump est vaincu, plus seul aujourd'hui, maintenant que Salvini, lui aussi, est parti, plus seul aujourd'hui, bref, maintenant que le Brexit s'avère quand même une opération dont on cherche toujours quelle est la plus-value pour les Britanniques. Et donc, il a profité, Orban aussi, d'une sorte de moment populo-autoritariste, et ce moment, en ce moment, eh bien, il est moins puissant, il est moins dans l'actualité qu'il l'a été il y a quelques années. Alors moi, je pense aussi que cette épreuve de force, elle est bienvenue, et je pense que l'ensemble de l'Union européenne, enfin les autres, ont certainement de bonnes cartes à jouer, parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord? Eh ben, ce n'est pas seulement qu'il n'y aura pas d'accord sur les 750 milliards du plan de relance liés au Covid dont vous avez parlé, c'est qu'il n'y aura pas d'accord sur le budget tout court.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, il y a naturellement des clauses qui prévoient cette situation. Dans ces cas-là, l'Union européenne fonctionne sur un tout petit budget de fonctionnement, et un budget minimum de fonctionnement, sans les fonds structurels. C'est-à-dire que ces fonds que l'Union alloue chaque année aux pays d'Europe de l'Est, par exemple, comme ça a été le cas aussi pour l'Europe du Sud, lorsqu'elle a rejoint l'Union européenne, ce sont des fonds qui permettent une mise à niveau des économies de ces pays-là, afin que la concurrence avec les autres ne soit pas trop rude. Eh bien, à ce moment-là, non seulement il n'y aura pas de fonds au titre de la lutte contre la récession dont nous parlions, liée au Covid, une récession terrible, mais il n'y aura pas non plus au titre des fonds structurels. Je vais vous donner quelques chiffres. Pour la Pologne, au titre des fonds structurels en 2021, elle doit toucher 14 milliards d'euros. Et au titre du plan de relance, une seule fois, elle doit toucher 23 milliards d'euros. Et naturellement, j'imagine que l'opposition polonaise va s'emparer de cela, de cette perspective, de cette hypothèse catastrophique pour la Pologne, pour lutter contre le gouvernement. Je pense donc que et Budapest, et Varsovie, et même la Slovénie qui les a rejoints, sont en position de faiblesse face à l'Union européenne si elle tient dans cette épreuve de force. Naturellement, ce qui se dessine en ce moment, c'est une rédaction encore un peu plus floue de cette clause de conditionnalité, naturellement. Mais ce serait une façon de repousser une crise qui, si la Pologne et si la Hongrie continuent dans cette voie, finira un jour ou l'autre par se poser de manière beaucoup plus dramatique. Juste un mot pour compléter ce que disait Alain sur la solitude d'Orban. C'est une solitude relative. Jusqu'à présent, il a été soutenu au sein du PPE, le parti qui rassemble la droite conservatrice classique au sein du Parlement européen, par l'Allemagne, par la CDU plus exactement, parce que un certain nombre de fabricants allemands, d'industriels allemands, notamment les fabricants d'automobiles, ont implanté des usines en Hongrie et ils veulent garder cette sorte de privilège. Donc il y a un lien économique évident entre l'Allemagne et la Hongrie qui fait que, au fond, Orban a toujours été protégé. Et puis son grand protecteur, en fait, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui est un ennemi déclaré de l'Union européenne et qui, à la fois par les équipements nucléaires de la Hongrie sur l'électricité d'une part, et là plus récemment par les achats de la Hongrie de vaccins russes, montre qu'il est bien présent et qu'il est peut-être aussi une sorte de garde-fou pour Olivier Orban dans ses manœuvres anti-européennes. Anti-européennes relatives parce que vous avez vu que là il vient lui-même d'amender sa propre demande en disant que non, c'était pas tant une question de veto qu'une question d'avoir des armes juridiques pour éventuellement contredire les admonestations qui viendraient de la Commission et de l'Union européenne s'agissant de l'état de droit. Il veut des instruments juridiques pour pouvoir, ou avoir de nouveaux instruments juridiques pour être sûr que son point de vue soit entendu et qu'il puisse, j'allais dire, discuter de ce point de vue-là d'égal à égal. Donc c'est déjà une modification de sa position de départ qui était une position de veto assez radicale. Et quant au ralliement surprenant de la Slovénie, il vient des liens qui existent, des liens de business aussi entre Orban et le Premier ministre Janša, le Premier ministre slovène, qui se sont notamment vus lors des achats par ces deux pays de respirateurs à la Chine, qui sont des achats qui sont totalement surdimensionnés par rapport, avec de l'argent européen, surdimensionné par rapport aux besoins de chacun de ces pays, et donc où on soupçonne qu'il y a aussi là une forme de captation d'une part de l'argent européen. Donc les deux sont liés dans ce type de business, et donc ça explique le ralliement de la Slovénie à l'attitude des deux autres. Et est-ce qu'on peut imaginer, si le blocage perdure, que l'Union avance seule, sans la Hongrie ni la Pologne ? En principe, on peut imaginer que 24 ou 25 États se disent, eh bien nous, on émet quand même notre emprunt, au nom de la solidarité Covid. On va sur les marchés, ça a déjà commencé d'ailleurs. On va sur les marchés, on émet notre emprunt et on collectera aussi à 24 ou à 27 les ressources fiscales propres à l'Union européenne, notamment des taxes à l'entrée dans l'Union européenne sur les services et sur les biens, et puis aussi liées à la décarbonisation de l'économie, etc. Donc ce système de taxes qui doit permettre de financer l'emprunt européen, eh bien on le fera à 24 ou 25. Mais c'est très compliqué.
C'est très compliqué de mettre en place ce qu'on appelle le mécanisme des coopérations renforcées au sein de l'Union européenne sur une question comme celle-là qui implique précisément de collecter aux frontières des 27, c'est-à-dire y compris celles de la Hongrie ou de la Pologne ou de je ne sais où, de collecter des taxes qui iront financer un emprunt qui ne bénéficiera qu'à 24 ou 25 pays. C'est très difficile. C'est pourquoi on parle surtout en ce moment de deux solutions. Celle qui me semble être la plus probable, c'est d'arriver à nouveau à un compromis qui laisse entendre à Orban que sur le plan juridique, il pourra se défendre si la Commission lui cherche querelle sur la question de la séparation des pouvoirs dans son régime politique. Même chose pour aussi fournir à Varsovie des arguments juridiques pour contester une intervention de la Commission au nom de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est vraisemblablement le plus plausible. Sinon, il y a encore une solution que nous avions évoquée, qui serait la solution moyenne, si vous voulez. La solution la plus dramatique serait les coopérations renforcées, si on y arrive. La solution moyenne, c'est, ce serait de voter, de fonctionner pendant 1 an au moins sur un budget extrêmement limité, mais qui à ce moment-là se fera pour Budapest, Varsovie et la Slovénie au prix d'une suppression des montants structurels qu'ils perçoivent chaque année de la part de Bruxelles. C'est pour ça que il semble que le dénominateur commun sera trouvé autour d'un nouveau texte quant à la conditionnalité politique des déboursements budgétaires de l'Union européenne auprès de ses membres. Je vais vous lire maintenant un tweet. Ce tweet, c'est celui de Clément Beaune, secrétaire d'État français aux affaires européennes. Je cite: « Le blocage par la Hongrie et la Pologne du budget européen ne remet pas en cause notre détermination sur la relance et sur l'état de droit. Une solution sera trouvée dans les toutes prochaines semaines. La France y est pleinement engagée. » J'aurais aimé qu'on se pose une question ensemble. Est-ce que la France peut vraiment se poser en gardienne de l'état de droit en ce moment, la semaine où le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété du contenu de la proposition de loi pour une sécurité globale? 3 experts ont remis un rapport qui vise et qui s'inquiète de l'interdiction de diffuser des images des forces de l'ordre par les médias, ainsi que de l'utilisation de drones de surveillance. Mais on pourrait aussi citer ce projet de loi contre le séparatisme qui est très critiqué. Qu'est-ce qui se joue en France en ce moment? Est-ce que selon vous, Jean-Marie, il faut s'inquiéter des mesures qui peuvent être prises à l'encontre de la presse ou de certaines communautés? Je ne pense pas qu'il faille aller aussi vite en besogne, et ce n'est pas parce qu'il y a des discussions à l'Assemblée nationale puis au Sénat sur les projets de loi que vous venez d'évoquer que l'état de droit serait remis en question en France. La justice, que je sache, puisqu'on repart du point de départ de la discussion entre Hongrois, Polonais d'un côté, Union européenne de l'autre, à savoir l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut contester que la justice se déploie totalement librement en France. Et sur les textes dont vous parlez, d'abord, ils ne sont pas achevés, ils n'ont pas été votés, et il y en a fait des sujets, des points de discussion. S'agissant des remarques faites par ce comité de l'ONU, j'y accorderai assez peu d'importance. Je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il arrive à la France d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, mais nous ne sommes pas dans un cas de figure où l'état de droit serait menacé. Je ne pense pas, en tout cas. Le projet de loi sur le séparatisme n'est pas encore achevé, n'est pas encore voté. Sa principale nouveauté, c'est de faire apparaître un nouveau délit qui serait la mise en danger de la vie d'autrui à travers le harcèlement en ligne. Donc là-dessus, je pense que beaucoup seront d'accord pour considérer qu'il y a un problème de harcèlement en ligne et qu'il faut essayer d'une façon ou d'une autre essayer de réguler cela. C'est la principale mesure j'allais dire, s'agissant de nos libertés, qui serait dans ce projet de loi qu'on ne connaît pas encore complètement. On en a vu des extraits ici ou là, mais le projet de loi n'a pas encore été livré. Et quant à la disposition dont vous parlez sur la façon de filmer les manifestants, etc., oui, bien sûr, ça pose un problème. Et c'est évident que les sociétés de journalistes se mobilisent à bon droit sur ce sujet. Mais ça n'est qu'une partie, j'allais dire, des questions qui nous sont posées. Ce qui est vrai, ce qui est gênant en France et ce qui est vraiment devenu une sorte de réflexe conditionné, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a des événements graves qui se produisent en France,
aussitôt on propose de rajouter aux lois d'exception. Et les lois d'exception, une fois qu'elles ont été rajoutées, on les transforme en lois permanentes. Et à chaque fois, en effet, ce sont des restrictions supplémentaires qui apparaissent. Alors, à bon droit pour certains, puisque je viens de parler du problème du harcèlement en ligne, pour d'autres, c'est évidemment, in fine, ajouter des réglementations aux réglementations, alors même que, par exemple, la liberté de la presse en France est très encadrée par les lois. Elle est très encadrée par les lois, elle fait toujours l'objet, elle a jusqu'à présent toujours fait l'objet d'une interprétation libérale de la part des juges, qui donnent une interprétation libérale, donc qui, au fond, à leur manière, protège aussi la liberté de la presse. Mais c'est vrai que nous avons le réflexe un peu trop automatique et dangereux, au fond, à terme, parce que quand on fera l'addition de tout ce qui a été voté, on s'apercevra peut-être qu'il y a dans l'ensemble des dispositifs des dispositions qui peuvent être dangereuses. Jusqu'à présent, on raisonne avec des gouvernements qui, globalement, respectent les libertés, respectent l'état de droit. Mais on peut demain se trouver avec une majorité dite nationale populiste qui pourrait se servir de ce cadre réglementaire et législatif pour avoir une interprétation non libérale des textes. Et c'est là que nous serions évidemment en danger. Voilà le problème auquel on s'expose. Vous l'avez bien précisé, hein, ces projets sont toujours en discussion et ils ne sont pas encore votés, on est bien d'accord. Mais tout de même, dans l'intention affichée par l'exécutif, par Gérald Darmanin et même maintenant par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui s'interroge sur la redéfinition des missions des journalistes, dans les prises de position du gouvernement en général et des militants LREM, La République En Marche, on sent un désir d'autorité très fort, on sent une droitisation du propos. Alors on imagine que c'est stratégique, que c'est pour conserver les voix de droite en vue des prochaines élections, régionales d'abord et puis un peu plus loin présidentielles, mais est-ce que cela peut être efficace politiquement ? Oui, sûrement. Simplement, les précédents textes qui ont été votés l'ont été votés à l'initiative de François Hollande après les attentats de 2015. Donc, ça n'est pas non plus un monopole de la droite de prendre des dispositions qui vont dans le sens d'un raffermissement. Alors, c'est vrai qu'il y a une utilisation aujourd'hui, évidemment par le gouvernement, parce qu'ils ne veulent pas être en retard sur les procès qui lui sont faits en faiblesse, puisque le procès qui est instruit par la droite et l'extrême droite contre Emmanuel Macron, c'est un procès en déficit d'autorité. Donc c'est vrai que dans la mise en scène et dans un certain nombre de domaines, le gouvernement cherche à corriger cela et à faire entrer dans la tête des électeurs de droite qu'il n'est pas en panne d'autorité et qu'il est tout à fait lui aussi capable d'avoir une vision ferme de l'exercice de l'autorité. C'est ça qui se joue, et en effet, tout ça se joue en perspective de l'élection de 2022, ça ne fait de doute pour personne. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.